Salut, c'est le doc, ça y est, j'ai lu le chapitre 796 et je dois dire qu'après une première lecture, ce chapitre m'a semblé vraiment moyen. Il faut dire qu'avec le chapitre 795 qu'on a eu la semaine dernière, il y avait tellement de trucs qui nous étaient apparus et ça nous avait donné tellement d'attentes par rapport à ce chapitre qu'une fois qu'on l'a lu, eh ben, on a une sorte de sensation, je dois le dire, qu'il y a une partie de moi-même qui a quand même été déçue. Ajoutez à cela qu'en fonction de l'endroit où on l'a lu, c'est-à-dire en français ou en anglais, la traduction n'est pas la même et il y a des éléments qui sont totalement différents. Je vais revenir justement en détail dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 796. Avant de commencer justement la critique analyse en détail, j'aimerais parler vraiment du ressenti qu'on a par rapport à comment Ichiro Oda est en train de jouer avec nos émotions depuis quelques chapitres. Pour faire un petit retour en arrière, on a eu la chute de Doflamingo avec le méga coup qu'avait fait Luffy. Là je le dis de mémoire mais je pense que je me plante. Je crois que c'est le King Kong Punch. Non, c'est pas le King Kong Punch, c'est un autre, je m'étais planté. Enfin bref, le super coup que Doflamingo s'est pris dans la gueule. Et on était tous vraiment super excités. Et le chapitre d'après, qui était peut-être le chapitre 792 dans ma mémoire, on a passé tout le chapitre. C'est-à-dire qu'on était dans un pic avec justement le coup qu'a foutu Luffy dans Doflamingo. Et après, le chapitre 792, on redescend et Ichiro Oda vient calmer justement tout ça en nous présentant toutes les conséquences qu'il y a eu par rapport à la ville. On voit tout le monde pleurer, tout le monde qui est super content justement de la chute de Doflamingo. Et tout ce chapitre a été vachement étiré avec justement le gros speech de Guts. Et on se disait, ça y est, là on arrive sur les chapitres de transition qui vont nous amener. Et manque de peau, avec le chapitre 793, on repart dans un pic avec plein d'informations. La confrontation déjà entre Fujitora et Akainu qui était vraiment badass. Les conséquences qu'il y a par rapport au monde entier de One Piece, où on voit vraiment toutes les supernovas, comment ils ont interagi et ce qui leur est arrivé justement pendant les 2 ans. Et c'était vraiment quelque chose très dense et on était super heureux et on se dit bah tiens ça y est, ça va repartir sur les chapeaux de roue, ça va être vraiment génial. Et manque de peau, on arrive sur le chapitre 794 où là on a une retombée où presque tout le chapitre est consacré à Sabo. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'importance, mais au niveau de la narration, c'était vraiment quelque chose qui était très plat. On apprend pourquoi justement à Marineford il n'était pas présent, il y a le coup de l'amnésie, et après il parle un petit peu, mais pas grand chose d'important, quelque chose qui a été vraiment étiré et qui a pu se faire en moins de pages. Et après, on a une pause et on revient. Et là, on arrive sur un chapitre 795 qu'on a eu la semaine dernière qui était absolument génial avec 2 choses énormes. Déjà, on apprend enfin, après presque plus de 2 ans, Senji, ce qu'il est devenu avec l'équipage et aussi l'arrivée totalement inattendue de Kaido. Et on a tellement eu comme attente, on se disait ça y est, dans le chapitre 793, on va voir justement ce que va faire Kaido avec les 3 rois mages que sont justement Kid, Apu et Hawkins. On va aussi avoir encore plus d'informations, savoir quelle est cette petite fille qui était sur l'île de Zou. Enfin, on pense bien sûr que c'est l'île de Zou. Et là, manque de peau, encore une fois, Ichiro Oda se fout totalement de notre gueule en nous donnant d'autres informations et en nous laissant totalement dans l'attente. En plus, ça par contre c'est indépendant de sa volonté, on va encore avoir une pause de 2 semaines. Donc c'est sûr qu'une fois qu'on a fini ce chapitre 796, avec les pics qu'on a eu au niveau des émotions les semaines précédentes par rapport au précédent chapitre, c'est sûr qu'on peut avoir un petit peu les nerfs, et c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on lit les différents forums ou sur les différentes pages Facebook, et ça se comprend totalement. Mais encore une fois, après une deuxième et une troisième lecture approfondie de ce chapitre, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément d'éléments qui sont justement mis à l'intérieur, et ce style de narration nous fait encore plus profiter de cette fin justement d'arc qui était vraiment phénoménale et qui avait énormément d'éléments. Là maintenant je voudrais aussi apporter un point qui est pour moi vraiment primordial.
la majorité des personnes qui lisent One Piece en scan ne lisent pas le japonais, donc on est vraiment tributaire des traductions qui sont en anglais et des traductions qui sont en français. En plus, parmi nous, nous ne sommes pas tous à pouvoir lire l'anglais. Moi, le premier, quand je lis des scans des fois en anglais, je suis obligé de prendre un dico pour vraiment tout comprendre. Et malheureusement, d'habitude, les traductions françaises sont pour moi quand même assez bonnes, sauf que là, ils se sont plantés sur des éléments qui sont super importants. La base, vraiment, pour moi, c'est Mangastream. Mangastream sort des traductions quelques temps plus tard parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus recherchés. Et entre la version anglaise que j'ai pu lire après et la version française, il y a une énorme différence par rapport à des éléments qui sont primordiaux et surtout l'un des éléments qui est pour moi, comme j'ai dit, très important, qui est justement l'arrivée de Sengoku et de Otsuru. Ouais, Otsuru c'est comme ça, bon enfin bref, si je me plante sur son nom, je vais l'appeler Laviok. Bref, l'arrivée de Sengoku et de Laviok est vraiment différent en fonction de quelle traduction on lit. Oui, parce que je sais pas si ça vous a fait le coup, mais moi, quand j'ai fini de lire le scan en français, je me suis dit, mais pourquoi justement Sengoku et Laviok, ils sont arrivés sur l'île? Ils sont pas venus comme ça, c'est des personnes de la marine, normalement ils ont des ordres, ils peuvent pas trop suivre leur instinct. Et justement, quand on lit la version anglaise de Mangastream, il y a une bulle qui est super importante, où justement Sengoku dit... je fais une traduction littérale, c'est merci de nous avoir gardé le démon du paradis. C'est comme ça que je traduis. Je sais que c'est pas la traduction pure à 100%. Et ça, c'est super important, car on voit qu'ils sont venus justement chercher Doflamingo. Parce que le démon du paradis est pour moi justement le démon Tyriobito. Et ça, comme j'ai dit, c'est super important, et surtout c'est en parfait écho par rapport à ce qui s'est passé dans le chapitre 793. Rappelez-vous, on a deux cases où on voit un bateau de la marine, on ne sait pas qui y a à l'intérieur. Moi personnellement je pensais que c'était Gap parce que j'avais vu qu'il y avait des onomatopées d'une personne justement en train de bouffer des chips, et on voyait toujours Sengoku en train de bouffer. Ça par contre ça va être super chiant, il y a des mecs qui sont en train de faire les travaux et ils sont en train de faire du béton à côté, il y en a pour la journée, donc on va être obligé d'avoir ce putain de bruit de merde, c'est vraiment un truc de dingue. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc je pensais que c'était Gap, et non, en vérité c'était Sengoku qui était avec Laviok, et on voit qu'il disait on va retrouver justement l'équipage de pirates que vous cherchez depuis un certain temps, et elle a dit justement je fais ça sous vos ordres. Et rappelez-vous, quand on a eu les flashbacks justement de Doflamingo, on voyait que c'était toujours Laviok. C'était toujours Laviok qui venait toujours débarquer au niveau des îles. Par exemple, c'est ce qui s'est passé quand il y avait eu le OPOP Nomi, qu'ils avaient dû partir en vitesse. C'est pour ça justement qu'ils n'avaient pas réussi à avoir l'eau. Ils étaient arrivés parce que justement Laviok arrivait. Laviok, c'est Tsuru, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Et on comprend aussi pourquoi... je vais y arriver. Sengoku était là, c'est parce que Sengoku, c'était lui, rappelez-vous, qui avait mis en place la taupe qui était rosinante par rapport à son frère, et je pense justement que c'est super important de les voir arriver ici, parce qu'ils ont tous les deux une ancienne histoire à régler avec Doflamingo. L'autre chose aussi, dans cette traduction en anglais, on remarque aussi qu'il y a une bulle exactement dans la même case où on voit Sengoku qui est en train de demander à un mec de la marine, qui est en train de lui demander file-moi un bol de nouilles, et l'autre il fait ok, va me chercher justement un bol de nouilles, et l'autre il répond ok, je vais faire ça. Et quelques cases plus tard, on voit justement Sengoku bouffer des nouilles, alors que ça, on ne le voit pas du tout dans la traduction française, à moins que bien sûr je l'ai mal lu. Et ça montre encore une fois un côté hyper décontracté de Sengoku qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir. Rappelez-vous, quand il était amiral en chef, il était vraiment très strict, et c'était plus Gap qui avait l'habitude de faire des conneries totalement comme ça, alors que maintenant on voit Sengoku en tant qu'inspecteur général totalement en mode what the fuck. D'ailleurs il est en tongs, il est en short, et pareil quand il voit le dé qu'a dans les mains Fujitora, on le voit complètement plié, et ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir, même si on peut dire qu'il a pris un sérieux coup de vieux en ayant les cheveux blancs. L'une des informations importantes de ces chapitres, c'est qu'on apprend justement qu'il y a eu 3 jours
d'attente, enfin il y a eu 3 jours qui se sont passés au moment de l'arrivée. La chose importante dans ce chapitre, c'est qu'on apprend qu'il y a eu 3 jours qui se sont écoulés depuis la dernière fois. D'ailleurs, à la fin de ce chapitre, pour vraiment mettre en place quelques théories, comme j'ai l'habitude de faire maintenant à la fin de ces vidéos, je vais faire une sorte de récapitulatif de la chronologie qu'on a pu avoir. Donc là, il y a 3 jours qui sont passés, et on a vu que pendant ces 3 jours, il y a eu une inaction au niveau de la marine pour aller rechercher justement Luffy, Elo et même tous les pirates. Chose d'ailleurs qu'on peut voir que l'Avioc, elle est vraiment en colère et elle se gêne pas à parler en manque de respect par rapport au grade de Fujitora. C'est vraiment quelque chose de dingue. On sait qu'elle est vieille, mais là elle parle justement à Fujitora qui est quand même un amiral. Elle n'est que vice-amiral, en lui disant t'as pas encore attrapé l'eau et puis je vais y arriver, Luffy. Ça c'est un truc qui m'a paru vraiment dingue. Et il prend comme excuse justement le dé. Il dit qu'il a lancé le dé pendant une fois par jour et que les dés ont choisi justement pour lui et qu'il se remet au destin. Ça c'est typiquement, typique je veux dire de Fujitora, et je suis même en train de me demander un petit peu si, excusez-moi, il fait chaud en ce moment, si Fujitora n'a même pas essayé de donner une sorte de petit coup de pouce au destin. On sait qu'il maîtrise la gravité, donc quand il lance le dé, peut-être qu'il peut jouer avec une certaine gravité sur le dé pour le faire tomber comme il veut et avoir justement les témoins autour de lui. Et là, il décide que ça va être quelqu'un d'autre qui va lancer le dé, et là c'est parce qu'il présente justement le dé à l'Avioc et c'est elle qui lance le dé, et là on arrive sur un 6, et autant il dit si c'est autre chose qu'un 1, on va y aller. Ça aurait été un 2, un 3, il aurait pu dire ok on y va, on va aller l'attaquer, mais là le fait que ce soit un 6 qui tombe monte vraiment au niveau du destin quelque chose de fort, et c'est un peu comme ça que lui il est toujours représenté. Il est représenté comme quelqu'un aimant jouer ou se laissant aller pour le dessin, même si je le répète encore une fois, ça n'empêche pas peut-être des fois de donner une sorte de petit coup de pouce au destin. Et là c'est un 6 qui est apparu, et vu que c'est un 6, il ne peut pas faire dans la demi-mesure, et là il va carrément attraper tous les pirates qui sont sur l'île, et il va aller attraper l'eau et Luffy. Justement, j'ai vraiment du mal avec Luffy. Il y a aussi une phrase qui est très importante avec Fujitora, c'est qu'il dit bien, est-ce que l'on doit, même si c'est un pirate, est-ce que l'on doit consacrer, enfin, est-ce qu'on doit juger quelqu'un ayant sauvé un peuple comme notre ennemi? Ça c'est vraiment très important, parce qu'il remet encore une place le fait qu'il y ait vraiment une justice absolue au niveau de Akainu, une justice à laquelle lui, il n'adhère pas du tout. Lui, il a une vraie justice où il peut y avoir des demi-mesures. Même si une personne est jugée pirate, il doit être jugé par rapport à ses actes qu'il fait. Et là, il a sauvé un peuple, il a mis à bas un tyran, et pour ça, il a le droit, je dirais pas une seconde chance, il va pas être pardonné de tout ce qu'il a fait au préalable, mais il a le droit à une sorte de, entre guillemets, petite clémence passagère. Donc ça c'est vraiment pour moi important, et Oda a encore parfaitement son personnage en place, et il n'y a pas d'ambiguïté avec lui, il suit toujours sa même mentalité, et ça c'est vraiment très bon. Ça franchement moi j'adore. Donc là on a vu que c'est un 6, et là Fujitora ne peut pas faire dans la demi-mesure, et là il va vraiment aller, et justement à la fin il pose la question à savoir si Luffy va encore avoir le destin, est-ce qu'il va encore avoir les dieux avec lui. Après ça on bascule directement dans une conversation entre les deux rois, le roi Riku et le roi Elisabello II, et on voit que Riku va reprendre son poste, enfin son titre justement de roi. On voit qu'il a encore une certaine amertume, il voit que le pirate est tombé, et que le peuple est enfin libéré, qu'il est maintenant dans le vrai, et qu'il va
revenir malgré tout ce qui s'est passé, qui va revivre dans la paix et un semblant de bonheur. D'ailleurs on voit tout le monde pendant les 3 jours qui a commencé à être guéri par rapport au pouvoir de Menshiri. Mais entre parenthèses, je voudrais faire justement une petite parenthèse par rapport au sang qui est très très présent dans le manga je trouve, de One Piece depuis un bout de temps. On a vu le coup justement du don de sang entre les hommes poissons et les humains par rapport au groupe sanguin qui est vraiment très important. Et là on a vu le pouvoir de Menshiri. On pensait que c'était par rapport à ses larmes seulement qu'elle pouvait guérir les gens, mais non, si elle met une partie de ses larmes dans du sang, elle peut décupler son pouvoir et moins se mettre en défaut. Et encore une fois, il y a une utilisation de don de sang qui est fait pour la marine, et je suis en train de me demander si par rapport à ça, Ichiro Oda ne voudrait pas sensibiliser justement ses lecteurs au don de sang. Et j'en profite aussi de ça, c'est complètement débile ce que je vais faire, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Je suis quelqu'un qui donne mon sang, et n'hésitez pas à le faire, ça peut sauver des vies, et c'est peut-être un message que veut passer Ichiro Oda dans son manga. Ça c'était totalement freelance de ma part, donc ça c'était la petite parenthèse, je ne sais même plus pourquoi j'ai fait ça. Enfin bref, maintenant c'est fait. Donc on voit que le peuple revient, il est content, il a la joie justement sur son visage, et on voit toujours une sorte de petite crainte par rapport à Riku, et il le dit bien que il garde son titre en place justement en attendant que Rebecca arrive. Et là encore une fois on vient en écho par rapport à ce qui s'est passé au chapitre dernier, où on avait vu un début justement de conversation entre Rebecca et le roi Riku, où Riku explique à sa petite fille que c'est elle qui va justement reprendre les rênes du pouvoir. Maintenant, vous allez être sûrement certains à vous poser la question: pourquoi Rebecca et pourquoi pas Violette? Violette est quand même la fille du roi Riku, donc normalement c'est elle qui devrait être princesse et non pas sa petite fille. Mais en choisissant un autre choix, c'est-à-dire que ça va être le choix de la lignée. Violette n'était pas la sœur aînée elle n'était pas la fille aînée justement de Riku, elle était la deuxième, la fille aînée était Scarlett, et Scarlett a eu un enfant justement avec Kyros. Donc si on suit la lignée principale c'est tant qu'il y a des descendants par rapport à la première personne, la deuxième personne ne peut pas avoir le pouvoir. C'est-à-dire que Violette est la descendante de Scarlett, donc elle vient en priorité pour avoir les rênes du pouvoir, contrairement à Violette qui elle est la seconde. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Donc ça prouve encore une fois que Violette peut peut-être devenir le futur Nakama de l'équipage justement de Luffy. Même si j'y crois de moins en moins, il faut bien l'avouer. Donc pour que Rebecca puisse venir, Kyros a mis en place une rumeur et a mis en place un mensonge en accord justement avec Riku, en disant que Scarlett a eu un enfant avec un roi guerrier d'un beau roi guerrier d'un autre peuple, et ils sont morts, la reine elle est revenue, et le roi Riku a gardé sa fille cachée pour pas qu'il y ait justement de problème. Et justement ce mensonge permet d'avoir une nouvelle vision par rapport justement à la population, et que la population accueille avec énormément de joie et d'allégresse Rebecca, et c'est ce qui est justement voulu par rapport à Kyros qui a encore en lui, même malgré tout ce qu'il a fait, comment il a sauvé le peuple dans l'ombre justement, il a encore en lui le fait qu'il a un passé vraiment désastreux, qu'il a tué des mondes, qu'il a, comme il dit, qu'il a des placards, enfin qu'il a des squelettes dans le placard, et ça, quand on le voit, qu'il le raconte justement à Luffy, on voit Luffy qui croit pas du tout une seconde, et justement qui a quelque chose en tête, et ça on va y revenir plus tard. Et là justement on va arriver sur l'un des passages que j'ai le plus trippé dans One Piece, dans ce chapitre justement 796, c'est l'arrivée de Bartô, et aussi les émotions de Luffy qui m'ont fait totalement poiler. Déjà l'arrivée de Bartô, il arrive comme ça, et vu qu'il y a 5 membres de l'équipage qui sont pour lui des légendes totalement vivantes,
on le voit qu'il est complètement ébloui, on voit une sorte d'aura lumineuse sur chacun. Et j'aime bien aussi la phrase qui dit si un jour je vois l'équipage en entier, je vais devenir aveugle car mes yeux vont être totalement brûlés. Et encore une fois, on est dans le total fanboy absolu. Et encore une fois, il y a une identification de certains fanboys comme moi je suis, et je l'avoue totalement, par rapport à lui. On se projette totalement dans ce personnage et on adore chacune de ses apparitions. C'est absolument génial. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est comment est représenté. Là, il vient d'annoncer qu'il y a Sengoku qui est présent et aussi le vice-amiral Lavia. C'est comme ça maintenant que je vais l'appeler. Et on voit comment ils sont dessinés en noir avec des sourires presque diaboliques, et c'est vraiment bien de voir comment se représentent les personnages dans la mentalité justement de Barto, et ça c'est un passage qui m'a fait totalement poiler. Maintenant je vais revenir aussi par rapport à Luffy. Luffy est encore crevé, il entend justement les explications de Kyros, et ça il l'accepte pas du tout. Là il est en train de bouffer, il fait non, le père, le véritable père c'est toi Soldat San, c'est toi qui a sauvé Dressrosa. Et après il s'endort aussi à moitié, puis il s'inquiète aussi pour savoir ce qu'est devenu justement Senji et tout ça. Il est justement en pic comme nous, qu'on a lu, comme j'ai dit, les différents scans, et il a plusieurs émotions qui sont différenciées seulement par un état d'une fraction de seconde. Puis là il y a Zoro et justement Usopp qui sont en train de dire non garçon, choisis un état et garde-le, mais n'arrête pas de jongler. Et ça c'est typiquement Oda, c'est ces pointes d'humour qu'on n'attend pas du tout, qui viennent donner beaucoup de consistance par rapport aux personnages, qui viennent donner vraiment une complicité dans cet équipage. Et c'est vraiment pour ça que nous on adore justement One Piece. Et je reviens là-dessus, on voit à un moment quand Robin demande justement à Kyros de donner des explications pourquoi il a mis en place ce mensonge qui est complètement normalement, qui est complètement idiot. Je vois pas pourquoi il a fait ça. On voit Luffy avec sa tête, que lui il n'est pas d'accord là-dessus, et on voit qu'il va péter un câble, et c'est justement ce qui va arriver à la fin de ce chapitre. Maintenant, c'est le moment de partir. On voit justement tout l'équipage qui est en train de sortir. On voit aussi qu'il y a Bellamy qui part avec eux. Alors ça, je vais faire une petite parenthèse tout à l'heure sur le cas Bellamy qui a dû rendre justement super heureux les Bellamistes. Par contre, dans les personnes qui courent, on ne voit pas s'il y a Kyros. Ça, c'est vraiment la grande question. Parce que Kyros, s'il reste, il peut être jugé comme étant un complice, vu qu'il a hébergé justement les pirates. Il peut être emprisonné à cause de ça. Donc ça, c'est vraiment super important pour moi. Donc on les voit sortir. Les pirates sont justement aux abords de la maison. Et on voit que Barto a vraiment prévu tout la fuite justement de l'équipage, en plaçant à différents endroits les anciens combattants du Colisée. Je pense d'ailleurs, et ça me fait super plaisir, c'est une théorie que je pense, il va y avoir une sorte de gros baroud d'honneur à la fin, c'est-à-dire qu'ils vont partir dans la ville et à différents endroits il va y avoir les mecs de la marine qui vont intervenir, et là les mecs vont les retenir une dernière fois. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là que peut-être Robin ou alors Zoro va donner des morceaux de vives cartes à chacun d'eux pour qu'un jour ils puissent tous se réunir s'ils ont besoin d'eux. Ça pour moi ça peut être vraiment important, et ça peut donner aussi un dernier clin d'œil de savoir ce qui va se passer par rapport à eux. Donc on verra bien sûr, bon je vais pas tous les citer, mais il y aura comme on a vu Ushradrin, Ajrudin, autant pour moi, Cavendish, il va y avoir la famille aussi Qingtao, bref il va y avoir aussi, je suis en train de je devrais pas tous les citer, mais on voit vraiment toutes les personnes qu'il va y avoir, et je pense que ça peut aussi donner des situations très comiques telles qu'on connaît Oda. Et il y a un truc qui m'a vraiment surpris, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une sorte de petite faute que j'ai vue, à moins que j'ai mal compris le pouvoir de Barto. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Normalement, pour qu'il fasse sa barrière, il faut qu'il croise les doigts comme ça. Et là, quand on le voit qui partent justement de la cabane, on voit qu'il y a une barrière où il y a les impacts de balles, et quand on voit justement Barto courir, on voit une de ses mains qui est vraiment droite. L'autre, on la voit pas parce qu'elle est cachée derrière une bulle, mais on voit que quand il court, il y a une main qui est comme ça, et normalement, elle devrait être croisée. On devrait voir au moins
un doigt qui part un petit peu de biais, puis ça on le voit pas. Donc je me demande si c'est une erreur justement de Oda qui a fait, ou un de ses assistants quand il a justement dessiné, ou alors si Barto a besoin de croiser seulement qu'une seule main au lieu des deux. Donc ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc justement, Barto et tout le monde part, et là, il y a Luffy qui fait un demi-tour, et qui dit j'ai encore quelque chose à faire, partez, je vais vous rejoindre. Et on voit aussi, putain, décidément, Ichiro Oda nous fout plein de teasers et nous fait vraiment triper. On voit que quand il parle, quand il parle justement Luffy, il a sa main qui est près de sa bouche, et là on s'est dit putain, on va avoir peut-être un Gear 4, ça va être franchement monumental, on est tous en train de triper. Et il s'est retourné, pourquoi? Moi je pense qu'il va partir faire ses adieux à Rebecca, aussi peut-être la remercier par rapport à tout ce qu'elle a fait, la bouffe ou quoi que ce soit. On ne le voit pas partir comme ça, et quand il a une idée en tête, il est capable d'aller combattre Fujitora pour dire au revoir à Rebecca. Et je pense aussi qu'il va aller voir Guts, qu'on voit justement au début en train de parler, qu'il va avoir le nouveau roi Riku qui va regrimper après 10 ans sur le trône, et je pense qu'il va aller dire que c'est pas lui qui a sauvé Dressrosa. Lui c'est un pirate et il en a absolument rien à battre d'eux. Je le vois, j'imagine comme ça, en disant moi vos gueules, j'en ai absolument rien à battre. Si j'ai combattu Doflamingo, c'est pas pour vos gueules, c'est parce qu'une fille que j'aime bien me l'a demandé. Et Doflamingo pour moi c'est un enculé. Donc les enculés, moi j'en fous un coup de poing dans la gueule tout simplement. Et la personne qui a pensé à vous pendant 10 ans, la personne qui a combattu pour vous en secret, qui a mis en place avec les Tontatas la rébellion pour vraiment faire chuter Doflamingo, c'est Soldat-san. Et Soldat-san c'est Riku, autant pour moi c'est Kyros, j'ai du mal aujourd'hui, comme d'ailleurs en ce moment sur toutes mes vidéos. Donc c'est Kyros qui vous a sauvé la vie, et Kyros c'est le père de Rebecca, et vous devez l'accepter, car malgré tout ce qu'il a fait, ce mec là c'est un héros, et c'est vraiment le héros de Dressrosa, et c'est pas moi. Donc si vous avez quelqu'un à aider, à aider et surtout à aimer, c'est lui. Et je vois vraiment avec un gros truc comme ça, typiquement Luffy, à dire vraiment ce qui lui passe par le cœur, en ayant absolument rien à battre des conséquences, et après il va rejoindre justement son équipage. Moi c'est comme ça que je vois. En plus ça permettra en plus à Rebecca de chialer, ça c'est le traditionnel. On aura encore les larmes de Rebecca, larmes qui encore une fois ne vont rien me faire du tout. On pourrait avoir une fin à la Alabasta, où vraiment quand Nami, ils font tous voir leur croix sur le bras, justement pour pas parler et pas dire que justement Vivi était avec eux et était entre guillemets une pirate. Ça nous avait vraiment fait pleurer de voir ça, les larmes et tout. Et là par contre je sens qu'on va pas le ressentir pour Dressrosa. Et là on va passer vraiment sur l'une des parties les plus importantes de cette vidéo. Ça va être les théories maintenant de ce qui va se passer sur les prochains chapitres. Déjà, il y en a beaucoup qui ont été heureux de voir que Bellamy était là. On voit aussi qu'il y a une sorte d'altercation entre l'eau et entre Doflamingo. Ça je vais revenir total. Mais maintenant parlons de l'eau, il y a un truc qui m'a vraiment tilté. C'est un moment quand il entend justement Barto annoncer qu'il y a Sengoku sur l'île. On voit que l'eau se retourne et il fait Sengoku. Et pour moi, il a quand même quelque chose à dire à Sengoku, parce que Sengoku, c'est la personne qui a mis en place Rosinante en tant qu'espion par rapport à la famille Doflamingo. Et peut-être que Rosinante était un disciple de Sengoku, comme en ce moment Kobe est un disciple de Gaps. Ça pour moi c'est assez important, et peut-être que l'eau va vouloir parler à Sengoku et lui dire tout ce qu'il ressent par rapport à Corazon. Il y a peut-être un petit truc qui va se passer. Ça pour moi, je trouve que cette bulle seulement où il se retourne et il dit Sengoku, il y a quelque chose en lien justement avec l'eau et Sengoku qui peut être quand même assez important. Là on va revenir sur le cas Bellamy. Tout le monde était super heureux en disant putain on a Bellamy, il est en train de courir justement avec Doflamingo, en train avec Luffy et justement son équipage, donc ça montre parfaitement qu'il va devenir le prochain Nakama. Non, 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 il ne faut pas que Bellamy devienne le prochain Nakama de Doflamingo. Il n'a pas assez de charisme, il n'a pas de rêve. Ce mec-là n'a plus de rêve, il n'a plus de projet.
tous les Nakama qui sont dans l'équipage du Mugiwara ont des rêves, ont des volontés, sont des personnes charismatiques, sont des personnes à qui on veut chacun s'identifier. Moi, je ne veux pas m'identifier à Bellamy. Bellamy est une personne lambda, importante, certes, mais lambda comparé aux autres. Donc, il ne peut pas devenir un Nakama, tout simplement. Il se peut que j'ai tort. J'espère pas, sinon je vais vous passer, encore une fois, pour un gros con. Mais pour moi, il ne vient pas. Par contre, ce que je vois parfaitement arriver, gros comme un camion, c'est tout simplement que pas Barto, mais que Bellamy va faire partie justement de l'équipage de l'eau. Et ça pourrait être vraiment excellent, car on voit qu'il y a une sorte d'altercation entre eux, on voit qu'ils se prennent un petit peu la gueule, mais qu'il y a une sorte de respect qui est quand même entre eux, et ça reflète parfaitement ce qu'il y a entre Cavendish et justement Barto. Il y a une sorte de complicité qu'on peut voir ici justement entre l'eau et Bellamy, et je vois par contre parfaitement Bellamy arriver justement dans l'équipage de l'eau. Et maintenant on va arriver sur la théorie Mega of the Death de ce qui va se passer plus tard. En relisant plusieurs fois les différents chapitres, à un moment j'ai quand même eu une sorte de révélation. Là vous savez quand des fois il y a le cône de lumière qui arrive comme ça avec les petits anges, puis vous avez la musique qui fait oh. Et ben c'est ce qui m'est arrivé. La muse qui est venue me dire hey, pense à ça le doc, tu vois c'est génial. Bref, il y a un truc que j'ai pensé, et si ça se passe comme ça, franchement ça va être génial. Pour ça, on va faire un petit récapitulatif justement de la chronologie par rapport à ce qui s'est passé à Dressrosa jusqu'au chapitre maintenant, le 796, pour vraiment mettre tout en place. Le jour 0 va être la chute de Doflamingo par rapport à Luffy. Jour -1, arrivée justement de Luffy et de tout le monde sur Dressrosa, mise en place du plan. Au préalable, il y a eu les journaux pour annoncer justement la chute du titre de Shishibukai par rapport à Doflamingo. Et là, qui c'est qu'on arrive? 3 personnes, encore une fois, c'est pas Riri, Fifi, Loudou, ni les rois mages, c'est tout simplement le CP0 qui vient annoncer à tout le monde que Doflamingo n'est pas déchu de son statut. Et ça a été fait à l'encontre de Akainu, il était au courant absolument de rien, et c'est même pas le Conseil des 5 qui a mis ça en place, c'est directement les Kyryubito qui ont donné l'ordre au CP0 qui est directement sous leurs ordres. Voilà. Une fois qu'ils ont fait l'annonce, ils ne sont pas restés, ils se sont barrés, ils sont repartis. Jour numéro 0 avec tout d'abord le départ de Senji et de son équipage vers l'île de Zou. Mise en place de la birdcage, tout le monde est prisonnier. Après, nous avons la chute de Doflamingo par rapport à Luffy et surtout l'annonce par rapport à Fujitora, comme quoi que la marine n'a absolument rien fait et que la chute de Doflamingo est imputable seulement à l'eau et à Luffy. Ce que nous avons aussi, c'est le fait que Akainu dise à... Et aussi le fait très important que Akainu... Enfin, chose aussi très importante, c'est que l'information commence à être répercutée par rapport aux îles qui sont juste à côté et qu'on a les différents Dendenmushi qui donnent les informations à différents quartiers de la marine. Et justement, Akainu est au courant et dit à Fujitora qu'il ne pourra pas réintégrer aucun QG de la marine tant qu'il n'aura pas amené la tête de Luffy et de l'eau. Jour numéro 1, lancer de dés par rapport à Fujitora, nous avons un 1 qui arrive, donc personne ne va chercher justement Luffy et l'eau. Chose importante, c'est durant c'est la journée qui est juste après que tous les journaux arrivent justement dans le monde et que tout le monde est au courant. Et pendant ce temps-là, on a un mec qui est en haut d'un nuage et qui veut se suicider et qui veut tomber. Donc je reviens, comme j'ai dit déjà dans plusieurs théories et aussi mon chapitre précédent, Kaido n'est pas au courant du tout de la mort, de la chute de Doflamingo. Enfin de la chute, c'est marrant de dire qu'il chute et qu'il n'est pas au courant de la chute, c'est un peu redondant. Pendant cette journée numéro 1, on apprend aussi que le CP0 a fait demi-tour justement pour venir prendre Doflamingo. Ça, on l'apprend par rapport à Sabo. Et maintenant qu'on sait que Sengoku et Laviok sont aussi sur Dressrosa pour prendre, on peut penser que
cette journée 1, il y a aussi eu l'ordre de Akainu qui a plus aucune confiance par rapport au conseil des 5 et aussi par rapport au Tiryubito. Je pense qu'il a aussi donné l'ordre à Tsuru, à la Vioque justement, de venir chercher Doflamingo. Dernière chose importante par rapport à cette journée, l'équipage de Senji a réussi à esquiver Big Mom, mais ils sont arrivés sur une île où il y a une toute petite partie de l'armée de justement Kaido qui sont à la recherche d'une fille et aussi d'un samouraï. Ils se prennent une grosse rouste et ils vont justement annoncer, les personnes qui sont pris la rousse, il y en a certains qui vont partir et qui vont annoncer justement à leurs supérieurs par rapport justement à Kaido qu'ils n'ont pas réussi à trouver le samouraï. Jour 2 qui va être super important. Premièrement, Fujitora relance un dé et fait un 1, donc il ne va pas prendre Luffy et l'eau. Ce qui se passe, c'est que le CP0 commence à naviguer pour rejoindre Dressrosa et prendre Doflamingo. Pareil pour Tsuru et aussi Sengoku. Mais le plus important pour moi, c'est que maintenant, Kaido est au courant que Doflamingo est tombé et il n'a plus les smiles pour son armée. Et donc ça pose un problème pour sa volonté de faire la guerre du siècle. Et il vient justement sur Dressrosa pour choper le Joker, pour choper justement Doflamingo. Et là on arrive sur la troisième. Joli hein, la troisième, j'ai des problèmes avec mes doigts en ce moment. Et là on arrive sur la troisième journée et il peut se passer un truc de malade si ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que sur la petite île de Dressrosa, on va y avoir le CP0 pour prendre Doflamingo. On va avoir Sengoku et Tsume qui sont avec Doflamingo parce que Doflamingo est pour l'instant emprisonné et gardé par la marine. Et on peut surtout avoir le timbré, le malade mental de Kaido arriver sur l'île et vous imaginez la merde que ça peut foutre. À cela, vous agitez qu'il peut y avoir un combat entre Fujitora et Luffy et que exactement il y a l'équipage, la deuxième partie de l'équipage de Luffy qui essaie de partir. Ça peut vous foutre une merde monumentale, un truc absolument de malade, un truc what the fuck, un truc typiquement Odien. Odien, ça marcherait ça ou pas? Et là vous pensez sûrement qu'on a atteint le summum, qu'il peut rien se passer de mieux. Et ben non, j'ai encore pensé à un truc qui peut encore foutre encore plus la merde. C'est tout simplement avec Kinemon et avec justement Kenjuro. On les voit tous les deux, d'ailleurs Kenjuro qui a un pouvoir vraiment très bon parce que l'oiseau qu'il a fait il y a 3 jours il est encore vivant et donc ça montre vraiment que le truc qu'il fait n'est pas éphémère mais peut vraiment rester dans le temps. Et je sais pas si vous avez remarqué mais Kenjuro a autour de son cou un gros sac et c'est justement le sac avec les motifs de justement les fruits du démon. Et à l'intérieur, c'est peut-être le fruit justement, enfin, c'est peut-être le sac qu'avait Burgess, et c'est peut-être les fruits du démon que Burgess avait réussi à avoir avec son couteau et une certaine technique. Et peut-être que Kinemon n'est pas au courant que le sac qu'il a sur son dos, c'est des fruits démons. Burgess, au préalable, pendant ces 3 jours, lui, il a réussi à se tirer. Oui, j'aime bien faire ça pour se tirer. Peut-être que Barbe Noire était pas très loin, et il a annoncé à Barbe Noire que il a oublié tous les fruits du démon qui sont là-bas. Et là, Barbe Noire, qui est pas du tout au courant de ce qui se passe sur l'île, et vu qu'il est un petit peu, je dirais quand même qu'il est un petit peu idiot, et il va peut-être venir avec une partie de son équipage pour récupérer le sac, et pourquoi pas prendre le fruit le Mera Meranomi, pensant justement que Sabo est encore sur l'île, et même par rapport à Luffy. Et là, si Barbe Noire arrive, ça peut vraiment partir dans tous les sens, et c'est ça que j'adore justement avec One Piece. Ça, c'est pour vraiment vous montrer que le chapitre au préalable peut sembler moyen, peut sembler même mauvais par rapport à ce qu'on attend, mais il y a plein de petites choses qui se passent dans les cases, il y a plein de choses qui sont mises en suspens, il ne nous raconte pas tout et il laisse justement notre esprit vagabonder, notre esprit vraiment s'imaginer plein de choses, même si ça se passe pas, c'est quand même génial de nous faire penser ça et de nous laisser vraiment en suspens. Et encore une fois, ce n'est pas des fins qui back, c'est des fins où il met plein d'éléments en place qui nous permet justement de cogiter et nous permet justement de nous emmener. Sûrement, on peut faire la critique qu'il y a peut-être beaucoup trop d'éléments et que c'est beaucoup trop
concret et qu'il n'y a peut-être pas aussi autant d'action qu'on pourrait peut-être l'attendre dans un shonen, mais moi personnellement c'est pour ça que je lis One Piece et c'est pour ça que j'aime One Piece. Alors voilà, maintenant cette vidéo est presque terminée, comme pareil à la fin toujours une sorte de petit speech. Je pensais en lisant le scan faire seulement une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes, je crois que je suis encore parti pour 30-40 minutes, il va falloir franchement que j'apprenne à pas autant parler. Si ça vous saoule que je parle autant ou si je rabâche trop de trucs, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de plus synthétiser. Mais par contre, si vous aimez autant que je sois dans ce mode vlog, parce que maintenant c'est plus des vlogs que je fais, c'est vraiment des critiques, analyses, où il n'y a pas beaucoup de montage, c'est vraiment des trucs qui viennent comme ça. Donc si vous aimez ça, si vous embarquez bien dans ce trip justement, entre potes, de parler justement de One Piece, c'est comme ça que je vois mes vidéos, c'est vraiment des vidéos que je fais où je parle librement, c'est pour ça d'ailleurs que je fais là, que je fais cette fin comme ça justement, c'est pour vous donner vraiment mon ressenti, c'est quelque chose que je voudrais tout le temps garder avec moi dans mes vidéos, c'est vraiment quelque chose d'authentique, vraiment partir là-dedans. Donc voilà, donc pareil, si vous aimez cette vidéo, laissez des commentaires, je les lirai tous, parlez-en autour de vous. Partagez cette vidéo, on arrive bientôt aux 7000 et je pense que la barre, telle qu'on est parti, la barre des 10 000 va peut-être être atteinte avant le mois de septembre, ça serait vraiment génial. 1000 merci à vous, ça me fait super plaisir. Voilà, toujours pareil, merci, et nous on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Ah, avant de terminer, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, ça ce n'est pas Ichiro Oda qui a décidé de prendre une pause, mais c'est une pause par rapport au Ubon, c'est une sorte de jour férié qui est là-bas où personne ne travaille justement, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de chapitre et c'est pour ça qu'on va encore attendre. Donc la semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise, voilà. Donc maintenant c'est terminé, on se dit à la semaine prochaine et à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!